Une guirlande par-ci, une boule par-là, ce sont les derniers préparatifs avant la messe de minuit et la venue du Père Noël. Souhaitons qu'en cette soirée anniversaire de la naissance du Christ, chacun ait sa part de joie. Y a-t-il un instant plus émouvant que celui où nos enfants déposent au pied du sapin ou devant la cheminée leurs petits souliers ou leurs bottes, s'ils sont plus gourmands? C'est la fête à Philipsbourg sur la Une. Le Père Noël a réussi à faire remarcher la machine à vapeur. Ce sera notre carte postale de Noël. Il y a tout de même des pèlerins cette année au lieu saint, tandis que l'on se demande ce que sera l'avenir de Jérusalem. C'est l'un des problèmes les plus épineux de la conférence de Genève. Réunis à Koweït, les producteurs arabes de pétrole font le bilan de l'utilisation de l'arme du pétrole. Pour l'Europe, la note sera de plus en plus lourde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Gardons le meilleur pour la fin. Je vous promets que dans quelques minutes, nous ne parlerons plus que de la fête de Noël. Mais l'actualité, sans être marquée, fort heureusement, aujourd'hui du moins, par des catastrophes, nous ramène tout de même à une certaine réalité. Une réalité sous forme de pétrole brut dont les producteurs du Golfe Persique ont décidé de doubler le prix et même plus. Et ce n'est pas fini. Le ministre du pétrole du Koweït laisse entendre ce soir qu'une nouvelle augmentation pourrait intervenir au mois de mai prochain. Voilà qui risque de changer, au début de l'année 1974, la physionomie de l'économie mondiale. Ce n'est pas encore l'essence au prix du champagne, mais certainement une augmentation d'au moins 10% très vite. Ensuite, cela dépendra non seulement de l'évolution du conflit au Proche-Orient, mais aussi des rapports politiques nouveaux qui s'établiront entre les pays arabes et l'Europe ou les États-Unis. Aujourd'hui, pour la troisième fois, depuis qu'ils ont décidé d'utiliser l'arme du pétrole, le 17 octobre, les producteurs étaient réunis à Koweït. C'est la grande question. Les pays arabes vont-ils assouplir leur politique? Vont-ils lever partiellement les mesures qui frappent l'Europe occidentale, le Japon surtout, et à un moindre degré les États-Unis? La réunion qui se tient actuellement à Koweït devrait apporter une réponse rapide. L'exemple de ce petit émirat du Golfe Persique est d'ailleurs symbolique. 600 000 habitants, une production annuelle de plus de 150 millions de tonnes de pétrole et des recettes de près de 10 milliards de francs multipliées par 2 depuis la réunion d'hier à Téhéran. Voilà une situation économique qui permet de supporter allègrement les conséquences d'une réduction de la production. Le Koweït fait partie des durs. Pour ses dirigeants, une ère nouvelle vient de s'ouvrir. Elle sera marquée par la volonté de vendre moins de pétrole, mais beaucoup plus cher. En examinant les suites à donner à leur politique de réduction de la production, les Arabes ne pourront éviter d'évoquer les conséquences de la guerre du pétrole. Au risque de pénurie vient de s'ajouter une nouvelle hausse spectaculaire, frappée de plein fouet par ces deux armes. Les pays occidentaux font leur compte et cherchent à s'organiser en conséquence. Ainsi la Hollande. Nous avons du gaz en quantité considérable, pourquoi ne pas en tirer davantage profit? C'est sans doute le raisonnement que les dirigeants néerlandais ont tenu. Et le Premier ministre, Joop den Uyl, a annoncé que le prix de ce gaz serait prochainement multiplié par 4 ou par 5. De nouvelles conséquences à prévoir pour la France, dont le tiers de la consommation vient du gisement hollandais de Groningue, le premier du monde. L'utilisation de l'arme du gaz permettra peut-être à la Hollande de surmonter les effets de l'embargo, car ce pays, considéré comme un ennemi par le monde arabe, affronte actuellement une situation délicate. Témoin cette interview du Premier ministre, M. Joop den Uyl, que notre envoyé spécial aux Pays-Bas, Denis Poncet, a pu rencontrer. C'est possible que le pétrole causera une récession économique, mais en ce cas, cela sera le cas dans toute l'Europe. C'est possible que les exportations seront réduites. Et en ce cas, le Pays-Bas souffrira de cette situation. Mais l'économie de la Hollande est liée avec les économies des autres pays de la communauté européenne, et ce n'est pas possible que seulement le Pays-Bas serait la victime de la situation de pétrole. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous croyez encore à la solidarité européenne? Ah, l'Europe n'existera pas sans la solidarité. En ce moment, ce n'est pas clair que la solidarité existe. Si les gouvernements
ne sont pas prêts à prouver maintenant leur solidarité avec la position de certains États dans la communauté, je suis très pessimiste sur la future de la communauté. Mais au même temps, j'ai confiance que le peuple, certainement, et le gouvernement seront prêts de nouveau, comme a été le cas dans le passé, après la guerre, que les gouvernements seront prêts de sacrifier leur point de vue propre pour l'idéal commun de l'Europe et de l'unité de l'Europe. J'ai encore de confiance. Arrivé aujourd'hui à Genève du général Silasvou, chef des casques bleus de l'ONU au Proche-Orient. Le général Silasvou présidera les travaux de la commission militaire qui doit se réunir dès mercredi ou jeudi pour régler le problème du désengagement des forces israéliennes et égyptiennes dans le secteur du canal de Suez. Les négociations du kilomètre 101 n'avaient pu aboutir sur ce problème. C'est donc à Genève qu'on essaiera de trouver la solution qui désamorcera la tension sur le canal. Car, il faut le dire, la situation actuelle est dangereuse. Avant de partir pour Genève, le général Silasvou l'avait d'ailleurs précisé à notre envoyé spécial en Israël, Ladislas de Hoyos. Non seulement pour l'Égypte et pour Israël, la présente situation militaire est assez difficile, mais aussi pour l'ONU, pour ma mission. Les deux armées, l'armée israélienne et égyptienne, sont trop près l'une de l'autre. En quelques endroits, il y a seulement une distance de 100 mètres, même 50 mètres. Dans la région de Suez, plus précisément. Oui. Puis, dans cette zone, entre les deux armées, il y a beaucoup de mines, alors ce n'est pas tout à fait sans danger. Oui, d'autant plus que vous devez évoluer entre ces deux forces en présence. Nous sommes toujours entre les deux forces. Cette deuxième phase des négociations, la phase militaire, sera-t-elle aussi fructueuse que la première? Il faut l'espérer si l'on veut aller plus loin sur le chemin de la paix. Quoi qu'il en soit, les diplomates se montrent optimistes et voici ce que M. Abaiban a déclaré à son départ de Genève. Je suis très satisfait de ce que nous avons accompli durant les 2 journées inoubliables que j'ai passées à Genève. J'ai l'impression d'avoir participé à l'inauguration d'une nouvelle époque pour le Moyen-Orient. L'existence de la conférence sur la paix au Moyen-Orient n'assure pas avec certitude que la paix viendra, mais l'absence du dialogue nous assurerait que la paix aurait été impossible. Voilà 6 ans qu'il n'y a plus de frontières à Jérusalem et combien de problèmes où la politique se mêle à la religion. Cette ville sainte, dont on ne sait quel sort leur réserveront les négociateurs de Genève, eh bien tout le monde se la dispute. Les uns parce qu'ils l'occupent, ce sont les Israéliens, les autres parce qu'ils en ont été chassés, ce sont les Arabes, les Palestiniens. À Jérusalem, capitale du judaïsme, ce n'est pas d'hier, et berceau du christianisme, on compte pas moins de 40 communautés religieuses, 40 communautés qui cohabitent tant bien que mal. Prenons par exemple les 3 principales confessions. Et là, regardez bien. Là-bas, nous trouvons le quartier musulman avec le dôme du Roc et la mosquée El-Aqsa, une mosquée que l'on restaure après l'incendie criminel de 1969. Pour les musulmans, Jérusalem est la 3e ville sainte après la Mecque et Médine. Plus à gauche, derrière ce clocher, cette coupole blanche, c'est le Saint-Sépulcre. C'est là où Jésus a été crucifié et le tombeau d'où il a ressuscité. Le quartier chrétien, donc. Enfin, en dessous, le quartier juif et le mur des Lamentations, seul vestige du temple de Salomon, adossé à la mosquée. 3 communautés, donc 3 points de vue. Mais voyons d'abord comment un chrétien conçoit l'avenir de Jérusalem. C'est une ville qui intéresse toutes les nations, tous les hommes. Dieu a parlé dans cette ville, mais le paradoxe, c'est qu'il a parlé dans cette ville à un peuple. Il y a donc une rencontre entre l'universel et le particulier.
Et au fond, je crois que la solution, j'en parle en tant que chrétien vivant ici, serait que le peuple juif, qui au fond a sa racine à Jérusalem, et qui concrètement, depuis quelques années, a montré qu'il pouvait gouverner Jérusalem, soit assez magnanime, assez grand, pour garder cette ville au nom de l'humanité en l'ouvrant à tout le monde. Bien sûr, comme chrétien, je vois dans ma foi où est le pôle ultime de cette unité autour de Jérusalem. Pour moi, elle est dans le Christ et dans l'Église. Mais dans l'incidence terrestre, géographique pourrait-on dire, ça ne me gêne pas du tout que les Juifs soient les gardiens de Jérusalem, s'ils sont justement les gardiens d'un dépôt qui leur est fait par Dieu et qu'ils doivent, pour ainsi dire, ouvrir, distribuer, partager avec le monde entier. C'est cela la vocation de Jérusalem. Les chrétiens sont ici en minorité, 12 000 sur 300 000 habitants. Catholiques, protestants, russes ou grecs orthodoxes, arméniens, maronites, tous vénèrent le Christ, mais chacun à sa manière, ce qui n'est pas toujours simple quand on se dispute les lieux saints. Deux tendances, les pro-israéliens, comme le père dominicain que vous venez d'entendre, et les pro-palestiniens qui, jusqu'à la guerre des 6 jours, vivaient ici en territoire jordanien. Depuis des siècles, le gardien du Saint-Sépulcre est musulman. La terre de Jérusalem, est-ce qu'elle est une terre israélienne ou est-ce qu'elle est une terre arabe? Jusque maintenant, Oui. Sûrement c'est une terre arabe. Alors il y a des gens ici qui n'ont rien à y faire pour vous, les Israéliens. La plupart des musulmans qui sont restés ici acceptent l'idée de Jérusalem ville internationale. Sur le plan religieux, musulmans et juifs s'entendent plutôt bien. Tous veulent préserver et les 3 cultes et les lieux saints. Mais je dirais qu'il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit des Arabes et des Israéliens. Sur le plan politique, Jérusalem est à l'image de tout le Proche-Orient. Depuis que les Israéliens ont abattu cette sorte de mur de Berlin qui coupait la ville en deux, les Arabes vivent souvent dans la crainte d'être expulsés au-delà de la mer Morte en Jordanie. Ce fut le cas la semaine dernière de 8 notables accusés de subversion. Venu de France, le rabbin Hazan s'est installé à Jérusalem après la guerre des 6 jours. Lorsque les Jordaniens étaient les maîtres de la ville de 48 à 67, sous leur souveraineté, aucun juif n'a pu avoir accès à ces lieux de prière. Il semble que les différentes souverainetés politiques et religieuses à travers l'histoire ont gardé jalousement, avec une exclusivité très acérée, très forte, garder les lieux saints pour eux, d'une façon exclusive. Et je ne vois pas que l'on puisse faire machine arrière et à nouveau couper Jérusalem en deux. Vous connaissez la parabole du roi Salomon qui a une part dans la construction du temple, une part décisive dans la construction du temple. La mère ne veut pas qu'on partage l'enfant. Et il n'y aura plus de murailles, il n'y aura plus de barrières acérées, il n'y aura plus de barbelés qui séparera Jérusalem en deux. Ces juifs, les chassidim, sont les plus mystiques. Ils ne se rasent pas et portent tous le chapeau et le cafetan, souvenir des ghettos d'Europe centrale. Leurs rites font peut-être sourire les chrétiens, mais ils n'ont de leçons à recevoir de personne pour ce qui est du respect religieux. En 6 ans, les juifs se sont étendus sur tout Jérusalem, construisant ici et là, sans pour autant abandonner les fouilles archéologiques du vieux temple, le temple d'où le Christ avait chassé les marchands. Et Noël dans tout cela. En Europe, vous voyez partout des sapins de Noël. Ici, paradoxalement, on trouve surtout des affiches électorales pour les élections du 31 décembre. À Jérusalem, comme à Bethléem, où 39% de la population est composée d'enfants et d'adolescents, seule une minorité fêtera ce soir la naissance de Jésus. Ce sont les chrétiens des églises occidentales. À chaque religion sa fête. Pour les Juifs, celle du Yom Kippour a été ensanglantée par la guerre du 6 octobre. Une guerre dont peu d'Israéliens croient à l'heure de Genève qu'elle sera la dernière. À Bethléem, à cause de ce climat de ni guerre ni paix, il y aura moins de pèlerins cette nuit pour célébrer la messe de la Nativité. « 1643 ans, c'est l'âge de Noël. À 8 km de Jérusalem, sur la route des caravanes se dirigeant vers l'Égypte, une petite ville, Bethléem. Un peu avant la fin du règne d'Hérode, dans une maison ouverte à tous les vents,
une jeune femme, Marie, met au monde un fils premier-né, Jésus. Cette naissance n'a rien de surprenant pour l'époque. Pourtant, elle va bouleverser le monde, car cet enfant est le Fils de Dieu fait homme, venu dire aux hommes de tous les temps qu'ils sont aimés par son Père. Il faudra attendre 3 siècles après cette naissance historique de Bethléem, porteuse du plus incroyable mystère, pour que les chrétiens se mettent à en fêter l'anniversaire. C'est en 330 que les festivités de notre Noël sont définitivement arrêtées. Jusqu'alors, l'Empire romain célébrait le 25 décembre le soleil invaincu. L'Église voyait cela d'un mauvais œil. Elle s'appuya sur une petite phrase de l'Évangile où l'enfant de Bethléem est désigné symboliquement par l'expression « soleil levant » et effaça ainsi la fête des adorateurs du Dieu Soleil. Il s'agissait aussi de lutter contre les erreurs de ceux qui pensent que Jésus, vrai homme, n'est pas le Fils de Dieu. Aussi Noël sera-t-il l'occasion de rappeler aux croyants l'aspect divin de l'enfant de Bethléem. Un siècle plus tard, en 431, la messe de minuit fait son apparition. Aujourd'hui comme hier, dans les somptueuses cathédrales ou les modestes chapelles de village, cette messe évoque toujours la naissance d'un sauveur que les hommes ont à découvrir. Et pour mieux guider la réflexion et la méditation, François d'Assise imaginera la crèche. Ainsi, depuis 1643 ans, la fête religieuse de Noël ramène l'esprit vers Bethléem, là où Dieu se fit Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Rédaction. Et pour le dernier jour de l'année, vous me traitez le sujet suivant. Attention, c'est un rêve qui doit se faire dans la nuit de Noël. Une petite fille, Laurence par exemple, dort paisible. La fenêtre s'ouvre. Au dehors, la neige continue de tomber. Un vieil homme, ce vieil homme, bien sûr, vous avez deviné. Je sais que la nuit, les jouets marchent quand ils sont tout seuls et que tout est silencieux. Alors, ils sont tranquilles toute la journée. Se taire et rester immobile, ce doit être drôlement fatigant. Si je pouvais, je me glisserais une nuit au rayon des jouets pour voir si c'est vrai. Tout serait à moi toute seule. Bonjour, bonjour petite fille, que viens-tu faire parmi nous? Je veux jouer avec vous. Oui, mais ne nous casse pas, nous sommes attendus chez les petits-enfants. Vous êtes contents? Oui, mais nous avons un peu peur car certains petits-enfants nous cassent. Il y a des jouets parmi nous qui ne seront jamais emmenés. Alors, chaque nuit de Noël, nous jouons tous ensemble pour que cela ne soit pas trop triste. Pour nous, c'est notre Noël à nous.
Aux limites de la Lorraine et de l'Alsace, le petit village de Philippsbourg, appelé pour un soir Philippsbourg sur la Une. Là aussi, on attend le Père Noël. Mais il a déjà fait une apparition avant l'heure et dans un but bien précis. Il avait revêtu un bleu de travail et il y avait dans sa hotte tout le matériel du parfait bricoleur. Il s'agissait de remettre en marche une de ces bonnes vieilles locomotives à vapeur dont la fumée nous noircissait un peu, mais qui allait bon train tout de même. S'il n'y en a plus aujourd'hui, eh bien c'est grâce au coup de baguette de la fée électricité. Mais prenons le petit train de Philippsbourg, ce sont ces joyeux passagers qui vous souhaiteront un bon Noël en leur nom et en celui de 24 heures sur la Une. Je profite du privilège qui m'est donné pour vous dire le premier bon Noël. Bonjour, monsieur le maire. Vous n'avez pas de chance, monsieur le maire. Je viens d'un beau pays tout enneigé et chez vous il pleut. Bonjour, mes chéris. Bonjour. Père Noël, à l'époque que les hommes fondent à la lune et les contes de fées ne le révoltent pas. Votre arrivée à Philippsbourg ne le remonte. Allume un reflet de joie et de bonheur avec des grands cieux étonnés, des enfants de ma commune qui m'entourent. Eh bien, merci, monsieur le maire. Je vous remercie de votre charmant accueil, mais je vous propose une chose, monsieur le maire. Comme il fait mauvais, si nous allions dans cette splendide gare décorée, leur offrir les petits jouets que j'ai apportés, car ils sont très sages à Philippsbourg. Venez, monsieur. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Et la commune de Philippsbourg vous offre l'hospitalité, même si vous voulez, pour rester. Eh bien, c'est gentil comme tout, monsieur le maire. Venez. Avez-vous vu, monsieur le maire, ce splendide train du rêve que j'ai avec moi pour me conduire cette année? Figurez-vous que j'ai reçu des milliers et des milliers de lettres de petits garçons et de petites filles qui me demandaient un vrai train avec de la vapeur, avec de la fumée. Alors, j'ai téléphoné, j'ai appelé sur la Une la SNCF et on m'a dit, Père Noël, c'est pas un jouet qu'on va vous offrir, c'est un vrai train. Et voilà, monsieur le maire, comment je fais cette année ma tournée avec un vrai train à vapeur. Ah, qui a été bien ça? Tout le monde a été sage ou non? Attention, c'est pour toi. Tu me promets de bien chahuter, hein? Tu veux voir ce beau dessin? Oh, qu'il est joli, Patrick. Oh, c'est splendide. Avez-vous vu ce beau petit dessin? Hein? Vous avez vu? Et toi, tu en as fait un beau aussi? Fais voir. Oh, il est un petit peu mouillé, bien sûr, puisqu'il pleut aujourd'hui. Eh bien, écoute, attends. Toi, pour ce beau dessin, Amstramgram, tiens, cette poupée. Tu veux? Allez, tiens, voilà pour toi. Oh, ça me rappelle une locomotive dans laquelle on faisait quand j'étais, alors, en 1905 ou 6 à Paris, que je passais à la place de l'Opéra, il y avait des marchands de marrons qui avaient une locomotive comme la tienne, figure-toi. Il m'arrivait d'en acheter la nuit de Noël, tu sais. Alors, attends, pour toi, des patins à roulettes. Ça tirait des patins à roulettes? Tiens, des beaux patins à roulettes. Merci. Quoi, vous croyez qu'on oubliait mon nom? Thierry, qu'est-ce que tu fais sur les bancs d'école? Tu montes dessus,
tu fais du sport, et boum, badaboum, et regarde là, hein, regardez là. Qu'est-ce que tu voudrais comme jouet? Est-ce que tu voudrais des moulages? Est-ce que tu voudrais une poupée? Est-ce que tu voudrais un jeu sérieux? Qu'est-ce que tu voudrais? Un jeu sérieux. Messieurs les cheminots, fouillez s'il vous plaît pour la panière à jouets pour trouver un jeu sérieux. Pour Thierry. Ah, jeu sérieux, sérieux. Sérieux, ça. Oh, Nathalie, que c'est joli. Oh, le Père Noël, tu l'as fait un petit peu comme un œuf de Pâques, hein? C'est très joli. Attends, toi aussi tu vas avoir pour ton œuf de Pâques, tu vas avoir une très jolie poupée. Monsieur le maire, je pense qu'on chante à Philipsbourg. Oui. Vous savez une chanson? Oui. Alors vous allez chanter une belle chanson. Qu'est-ce que vous me chantez? Pardon? Petit Papa Noël. Qui est-ce qui sait Petit Papa Noël? Allez, vous me chantez Petit Papa Noël. Allez, 1, 2. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets familiers, tu iras mon petit soulier. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir du froid. C'est un peu à cause de moi. Il me casse le lève. Pour moi, il m'en a apporté. Tous les beaux jours que je vois en rêve. Alors, monsieur le maire, je vous remercie de votre charmante hospitalité, mais je dois dire, monsieur le maire, que vous m'avez invité à rester, si je voulais, pour toujours à Philipsbourg. Malheureusement, d'autres enfants m'attendent. Vous savez que c'est la nuit de Noël, et il faut que je fasse le tour de France complet à Philipsbourg, hein. Au revoir. À l'année prochaine.